J'ouvre le second débat de ce Sens Public avec cette question. Faut-il passer à la 6e République, écrire une nouvelle constitution pour sortir de cette crise politique sans fin? Est-ce qu'on vit l'agonie de la 5e? Quelle est la part de responsabilité du président d'Emmanuel Macron, de sa pratique, de sa conception du pouvoir? Avant de répondre à ces questions, on voit à quel point le passage au quinquennat a finalement porté un coup à notre équilibre institutionnel. Et c'est un sujet signé Jérôme Rabier. Elle vient de fêter ses 67 ans début octobre et malgré la crise politique, la 5e République perdure. Prévue depuis 1958 pour que le pouvoir soit partagé entre le président de la République et le Parlement, elle a évolué au rythme des révisions constitutionnelles. En 2000, le septennat présidentiel est abandonné. À l'époque, tout le monde croit à une bonne idée et les Français valident largement par référendum. En soi, c'est pas tant le passage à 5 ans qui a changé la donne, c'est notamment le télescopage des calendriers. Le fait qu'on ait un président élu et automatiquement, quelques semaines plus tard, une assemblée, ce qui entraîne une absence d'élection législative et une assemblée aux ordres. C'est ça qui a fondamentalement rompu la donne. La 5e République aurait-elle été déréglée à cause de ce changement? C'est en tout cas à partir de ce moment-là qu'on parle d'hyperprésidence, comme à l'époque de Nicolas Sarkozy, où tout ou presque était arbitré à l'Élysée. Encore aujourd'hui, les critiques pleuvent sur ce pouvoir présidentiel qui peut tout décider, de la dissolution surprise au choix des premiers ministres dans son camp, malgré l'absence de majorité. La faute à la fin de la bipolarisation de l'Assemblée qui fragilise l'ensemble du système. Vous ne tenez pas sur une centaine de députés et sur moins d'un tiers de votre Assemblée. C'est pas possible, quelle que soit la constitution que vous mettez en place. Donc la sortie de crise, elle n'est pas d'abord institutionnelle, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des réformes institutionnelles, mode de scrutin, référendum d'initiative citoyenne, etc. On peut tout imaginer, mais la sortie de crise, elle est d'abord politique. Face à ce blocage actuel, certains défendent de nouvelles évolutions, comme par exemple la proportionnelle aux législatives. Pour trancher, le président de la République pourrait aussi user d'un autre pouvoir que lui confère la 5e République, le référendum. Cela fait un an qu'Emmanuel Macron en promet sur différents sujets. Et pourquoi pas sur les retraites, a-t-il lancé aujourd'hui, depuis la Slovénie. Et on se demande si la 5e République est, oui ou non, à l'agonie avec Anne Levade. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes professeur de droit constitutionnel à l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Natacha Polony, bonsoir et bienvenue. Vous êtes directrice d'une nouvelle revue qui s'appelle L'Audace et qui sera en kiosque début décembre, 1er décembre. Nicolas Rousselier, bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes historien et vous publiez La force de gouverner. C'est aux éditions Gallimard. Et Michael Darmon, évidemment, est resté à mes côtés, éditorialiste pour Sens Public. Alors, on vient de voir notre sujet sur le quinquennat, on commence par là avant d'élargir le spectre. Anne Levade, fausse bonne idée ce quinquennat? Qu'est-ce que vous en dites? C'est compliqué de répondre à cette question parce que, indiscutablement, le quinquennat n'a pas produit les effets escomptés. On nous expliquait que c'était une réforme technique. On nous expliquait que ça allait apporter une forme de respiration démocratique parce que 7 ans, c'était trop long. On faisait beaucoup de comparaisons avec ce qui se passait à l'étranger, mais je crois que ce qui avait échappé, même si certains y étaient hostiles à l'époque, il ne faut pas l'oublier, mais ce qui avait échappé aussi, c'est que beaucoup imaginaient que jamais il n'y aurait de nouvelles cohabitations ou de majorité relative, et que par ailleurs, ça allait contracter le temps politique d'une manière qui allait modifier les choses. Alors, fausse bonne idée, je ne sais pas si c'était une bonne idée. En revanche, je pense qu'il faut en tirer les leçons. C'est que même des réformes qui semblent très consensuelles à un moment donné et dont on anticipe les effets, il faut se dire qu'il est rare qu'une réforme constitutionnelle produise les effets escomptés et que le risque est toujours grand que ça rigidifie d'une manière inattendue un système. Votre avis, Natacha Polony, est-ce que ça a renforcé une forme de mainmise présidentielle? Il faut bien se souvenir de la manière dont s'est passé le débat. L'argument principal, c'est que c'était moderne. Donc tous ceux qui étaient contre étaient des ringards absolus. Et en fait, on était dans une incapacité à réfléchir à l'architecture de cette Constitution. Pourquoi? Parce qu'on regardait vers les États-Unis, un régime présidentiel, sauf qu'aux États-Unis, il y a des contre-pouvoirs qui sont extrêmement importants.
important. Et en fait, une constitution doit être cohérente. Là, on a rompu la cohérence de cette constitution et on a fragilisé les contre-pouvoirs. Le résultat, on le voit, c'est en effet l'impression d'avoir un président qui peut, en gros, décider de tout, se maintenir, et ça a amplifié un phénomène qui, de toute façon, était en train de se mettre en place du fait de l'hyper-personnalisation, du rôle des médias, des réseaux sociaux ensuite, etc. Donc, tout s'est conjugué. Et personne n'a réfléchi aux équilibres qui étaient à l'œuvre au départ. En effet, le principal étant la décorrélation entre le mandat législatif et le mandat présidentiel. Mais il y en a d'autres, des équilibres qui ont été rompus. Cette constitution a été massacrée petit à petit, au fur et à mesure, tordue. Et je pense que le général de Gaulle et Michel Debré ne reconnaîtraient pas la constitution qu'ils ont pensée. Votre avis, Nicolas Rousselier, sur cet abandon du mandat présidentiel de 7 ans, est-ce qu'effectivement il fallait être moderne ? Oui, c'est exactement ça qui s'est passé. Bon, enfin, un petit point d'histoire. Le septennat est lui-même un peu une anomalie. Il a été voté au début de la Troisième République. D'ailleurs, dans le débat, on pensait à faire 10 ans. Ou 5. Voilà, maintenant, vous voulez 5. Voilà, mais finalement, c'est 7 ans et c'était fait effectivement pour donner une allure un peu monarchique, ou disons même de possibilité monarchique, parce que s'il y avait un président qui reste longtemps, on pouvait préparer la restauration, mais la vraie, celle du roi. Donc effectivement, on enlève la poussière qui était restée un peu monarchique et on fait ce quinquennat. Simplement, ça marque l'entrée dans une période, un processus où on va avoir sans cesse à la fois des propositions et un certain nombre de réalisations pour changer la Constitution. Quelques années après, il y a 2008, la révision sous Sarkozy. Et c'est vrai qu'on a une Constitution. La Constitution est faite normalement pour installer les choses et essayer d'avoir de la stabilité. C'est ce qu'a réussi à faire la Ve République pendant 40 ans. Et à partir de 2000, on a en fait une Constitution qui devient presque un facteur en elle-même d'instabilité, dans le sens où certains veulent la changer tous les matins, d'autres essayent de modifier certains éléments. Et c'est le jeu du Mikado. Vous savez, vous tirez un Mikado, et puis si vous perdez, ça bouge autour. Ça bouge autour, et là, vous perdez. Et c'est ce qui se passe. En fait, c'est presque la philosophie même de ce que c'est qu'une constitution qui change depuis le début du XXe siècle. Ça veut dire qu'on ne pourrait plus toucher à une constitution, Anne Levade, sans remettre en cause forcément l'équilibre global ? Alors, certainement pas, mais quand même, si je prolonge ce que vient de dire Nicolas Rousselier, c'est quand même une pathologie très française. On est les recordman mondiaux, toutes catégories du nombre de constitutions. On en a eu 15. Champion du monde. Voilà, champion du monde en la matière. Et quand on en a une, on adore les réviser. Et d'ailleurs, chaque anniversaire de la Constitution de la Ve République conduisait à s'interroger, même quand il n'y avait aucun élément politique qui justifiait qu'on pose cette question, conduisait à s'interroger sur est-ce qu'elle n'est pas trop ancienne, est-ce qu'il ne faut pas la modifier. Donc en réalité, la révision, c'est toujours un subtil équilibre. Réviser une constitution, il faut pouvoir le faire parce que c'est un gage de pérennité d'un texte constitutionnel. Si on prend le modèle américain, qui par ailleurs est conçu de manière complètement différente du nôtre, puisque ce n'est pas du tout le même type de régime, on a quand même la même constitution, certes révisée, mais 27 fois seulement depuis 1787. Et nous, on en est à la 15e constitution, et cette 15e constitution, on l'a révisée 25 fois. Donc voilà, c'est un rapport par rapport au texte même, et par rapport aussi au mythe qu'est le texte constitutionnel. On pense toujours que ça va être la perfection, et la perfection n'existe pas en matière de cadre juridique. Alors on se pose depuis plusieurs mois cette question, est-ce que c'est une crise politique, est-ce que c'est une crise institutionnelle, est-ce qu'on vit la fin de la Ve République ? Écoutons le sociologue Michel Vivorca qui était sur notre plateau il y a quelques jours et qui parle lui d'un système politique qui finalement est inadapté à notre époque. Moi je pense qu'on est rentré dans un changement radical d'époque, pas seulement en matière politique, mais aussi en matière politique. Et donc la crise politique, c'est un système qui est inadapté au temps présent. On a vraiment le sentiment qu'il y a, dans ce qui se passe en ce moment, quelque chose qui nous fait penser à la 4e République, qui nous fait penser à une sorte d'agonie du modèle actuel. Est-ce que, Natascha Polony, vous diriez que la verticalité de la Ve République, dans une époque où tous les magistères sont remis en cause par l'horizontalité d'Internet, des réseaux sociaux, fait que, comme le dit Michel Vivorca, elle est inadaptée, un peu ringarde ou un peu caduque ? Je crois que j'aurais envie de prendre le contre-pied absolu de cela. Pourquoi ? Parce que je pense que
l'intérêt d'une constitution, c'est évidemment de trouver une manière adaptée à l'époque de faire émerger la volonté majoritaire des citoyens, mais que ça ne marche que si justement on s'extrait de l'immédiateté et du temps présent. Et tout l'intérêt, par exemple, du septennat voulu par le général de Gaulle, c'était de trouver un juste équilibre entre l'adaptation au temps présent et le principe du temps long. Et le président de la République devait incarner le temps long. C'est ça qu'on a rompu. Alors évidemment, ça nécessite aussi de comprendre l'esprit d'une constitution. Par exemple, le fait que quand les présidents n'ont pas la légitimité historique qu'avait le général de Gaulle, il vaut mieux, dans ces cas-là, revenir justement à cette idée que, article 20 de la Constitution, le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation, pendant que le président incarne le temps long. On voit qu'on a un petit peu de mal avec tout cela et que Emmanuel Macron a beaucoup de mal. Bon, c'est pas le premier. Hein, non, ça n'est pas le premier. Mais j'insisterai sur un point. Je pense que le problème ne vient pas des institutions. Le problème vient de la pratique et d'une pratique qui, en fait, essaye de contourner la volonté du peuple et d'utiliser la Constitution pour contourner la volonté majoritaire. Ça, on y reviendra parce que ça me semble un élément très important. Agonie ou pas? Je vais vous donner la parole tout de suite, mais Mickaël, vous vouliez intervenir. Oui, effectivement, et on s'aperçoit que de ce point de vue-là, et je pense que ce qu'a dit l'intervention de Michel Bourquin est très intéressante, on a le sentiment, effectivement, que le jeu actuel, entre guillemets, ne correspond plus aux règles du jeu en vigueur. Et c'est ça aussi que perçoivent les Français. On a le sentiment, nous, journalistes, on a toujours pensé que le jeu constitutionnel ou que les problèmes constitutionnels étaient très éloignés des Français. On a toujours dit ça ne parle pas aux Français. Mais en réalité, je pense qu'ils le perçoivent. Exactement, ils sentent la manière dont le débat public, la règle du jeu et du débat public est adaptée ou pas à leur vie. Et pour moi aussi, une des raisons de cette crise politique qui dure vient dans la perception de ce décalage. Alors, ce qui est sûr, c'est que nous, nos émissions, elles marchent de mieux en mieux et on parle énormément des institutions et de cette crise politique. Vous dites 5e République à l'agonie, non. Non, et j'ai envie de dire, je ne sais pas si une 6e République réglerait les problèmes que nous traversons. Pour plusieurs raisons. La première chose, c'est que d'abord, ça va pas du tout bien en France, disons-le, mais il y a quand même dans d'autres démocraties libérales des choses qui vont pas bien non plus. Donc, en réalité, quand Michel Vivorca dit crise de modèle, je crains que la crise du modèle, ce soit peut-être plus le modèle de la démocratie libérale représentative que le modèle de la 5e République. La deuxième chose, c'est que de mon point de vue, une constitution, c'est une partition. C'est-à-dire que l'idée est que l'on ait un cadre qui joue son rôle de cadre, c'est-à-dire qu'on fixe des limites, mais que ce cadre, il doit être neutre politiquement, parce qu'en démocratie, il faut qu'on puisse avoir une alternance politique. Et donc, le rôle de la Constitution, c'est de permettre aux acteurs politiques de se mouvoir à l'intérieur du cadre. Et donc, il est normal que sur la base de cette partition, les orchestres changent et que, donc, chacun puisse jouer à son rythme la partition. On sait très bien, si je remonte un peu dans le cours de la Ve République, que c'est pas la même chose d'avoir une majorité absolue avec soi et donc d'être en concordance de majorité, et c'est pas la même chose d'être en cohabitation. Ça n'est pas la même chose en fonction de la personnalité des acteurs. Même si vous prenez un seul et même président de la République, si je remonte à la préhistoire de la Ve République, le rapport entre le président de la République et le Premier ministre, et justement cette interprétation des articles 5 et 20, dépend beaucoup des personnes. C'est pas la même chose quand on a Mitterrand-Mauroy et Mitterrand-Fabius, parce que c'est pas les mêmes musiciens, si j'ose dire. Et donc, moi, ce que je trouve important, et c'est là que je pense qu'il n'y a pas d'agonie, ce que je trouve important, c'est que les institutions, elles ne doivent pas entraver le fonctionnement politique. Et aujourd'hui, elles ne le font pas. En revanche, par moment, on peut avoir l'impression que les musiciens jouent faux. Et que là, évidemment, on trahit la partition. Et je crois que c'est ça. Et c'est De Gaulle qui disait, évidemment, un esprit des institutions et une pratique. Moi, j'ai tendance à penser que les institutions, elles sont là et qu'elles ne posent pas de problème majeur, que l'esprit, on le perd un peu, sous différentes formes d'ailleurs, par moment, et que c'est surtout la pratique qui dysfonctionne. Nicolas, oui,
Concernant la Constitution, on peut aussi élargir à non seulement le régime politique, mais en fait le régime politique aussi dans un contexte beaucoup plus large. Si on fait des comparaisons avec des crises qui ont mis fin à la Troisième République ou à la Quatrième République, ce que nous n'avons pas actuellement, et on pourrait se réjouir de ne pas l'avoir, c'est la crise totale. C'est-à-dire que la Troisième République meurt évidemment de la défaite terrible, la plus grande défaite de l'histoire militaire française en 1940. La Quatrième République meurt de la crise, la guerre et la crise en Algérie. Donc, on pourrait se réjouir de cet aspect-là. Mais ce qui me frappe, moi, dans la crise actuelle, c'est qu'il y a une séparation. Il y a une séparation entre les acteurs politiques et tout le reste, nous compris peut-être, spectateurs. C'est-à-dire que pour le moment, il n'y a pas des barricades comme au XIXe siècle. Il n'y a heureusement pas de crise existentielle sur la nation. Alors, on pourrait se dire, tiens, il manque encore l'élément, en fait, social, l'élément, le peuple dans la rue. Et on pourrait se dire, finalement, les acteurs politiques vont trouver eux-mêmes leur solution. En même temps, cette séparation est inquiétante parce qu'on peut se dire, les hommes politiques, les acteurs politiques sont en train eux-mêmes de se prendre les pieds dans le tapis. Ils ne savent pas comment faire. Et donc, ils sont en train de perdre morceau par morceau le 49.3, puis ensuite telle chose. C'est-à-dire qu'il y a plus une sorte d'agonie par délitement plutôt qu'un acteur qui meurt sur la scène. On reviendra sur la défiance des Français envers leurs institutions générales. Il y a une étude menée par le CEVIPOF qui vient d'être publiée, intitulée « Fracture française ». Mais je voudrais qu'on vous évoquiez les partitions, les musiciens, et donc on va s'intéresser avec vous, Mickaël, au musicien Emmanuel Macron. Vous nous dites que ces décisions, certains de ces discours ont accéléré la crise actuelle. Oui, même certains gestes. Souvenez-vous, en 2017, ce jeune président n'a en fait aucune envie d'abolir cette monarchie républicaine qui est la Ve République. Souvenez-vous de la pyramide du Louvre, le soir de son élection. Souvenez-vous le limogeage en place publique du chef d'état-major Pierre de Villiers, parce qu'il avait osé critiquer le budget. « Je suis votre chef », a-t-il martelé devant les militaires pour la première fois. Et pourtant, durant cette campagne, sa campagne électorale, Emmanuel Macron avait vanté les mérites de cette société circulaire, de l'intelligence collective, des cloisons à abattre. Et voilà qu'élu, il devenait Jupiter, maniant la foudre, bref, du président 2.0 ou du candidat 2.0, il devenait le président 1 point, c'est tout. Deuxième processus corrosif, en fait, pour la Constitution, l'affaiblissement des partis de gouvernement. Il a fini par installer la tripartition, en fait, et a permis aux extrêmes de gonfler, de prendre de la place en exerçant une pression sur un centre de plus en plus affaibli. Oui, et puis viennent ces élections législatives de 2022. Il perd finalement on parlait de verticalité, il en perd une partie de cette puissance, de cette verticalité, puisqu'il n'a plus de majorité absolue. Comment réagit-il ? Mais il n'accepte pas, tout simplement, et le système de la Ve République va politiquement se gripper. Il n'accepte pas, effectivement, de perdre cet instrument de la verticalité. Il refuse de nommer la gauche à Matignon, et là, c'est le blocage et le grand malentendu avec les Français, et cette crise qui ne fait que s'aggraver. Barnier, Bayrou, Lecornu, en fait, ce sont 3 premiers ministres mécaniciens qui ne peuvent que constater la panne du moteur de la Ve République. Et même Sébastien Lecornu est allé jusqu'à dire à ses interlocuteurs « Je suis le Premier ministre le plus faible de la Ve République parce que je n'ai pas 350 députés sur lesquels m'appuyer. » Les spécialistes de la Constitution aiment à le souligner. Elle est souple, elle a tout prévu. Elle a peut-être, sauf la présence de 3 forces égales bloquant la formation d'une majorité. Bon, ces jours-ci, on entend que le président de la République explique à ses interlocuteurs qu'il reste un pôle de stabilité. Alors si on entend par stabilité le fait que rien ne puisse bouger, effectivement, il n'a pas tort de ce point de vue-là. Mais enfin, le président des Marcheurs peut peut-être adopter cette formule à l'époque, vous savez, d'Edgar Faure, l'ancien ministre en 1968. L'immobilisme est en marche et je ne vois pas comment l'arrêter. L'immobilisme est en marche et je ne vois pas comment l'arrêter. Je veux bien, Natacha Polony, revenir. Vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure sur la question du vote des électeurs et c'est pas nouveau, c'est pas la première fois. On peut remonter à un certain référendum européen, mais la façon dont peut-être Emmanuel Macron cherche à contourner le vote des électeurs depuis un certain temps. La question est centrale. Vous savez, en 2018, au moment des Gilets jaunes, j'avais écrit que le problème était, selon moi, en partie dû au fait que Emmanuel Macron n'avait pas de culture démocratique. Ce n'était pas viscéralement un démocrate. Je voyais sa façon d'effacer les corps intermédiaires, différents autres signes. Je me suis fait évidemment, incendier pour avoir écrit ça, et je pense que je ne m'étais pas trompée. Et alors, Emmanuel Macron n'est qu'un symptôme, en fait. C'est-à-dire que
nous vivons l'aboutissement d'une crise démocratique longue. C'est pour ça que, selon moi, le problème, ce ne sont pas les institutions, c'est la pratique des institutions par des forces politiques qui les ont utilisées pour ne pas appliquer ce que voulaient les citoyens et qui ont considéré que, de toute façon, l'alternance entre gauche de gouvernement et droite de gouvernement suffirait et que, sur certains points fondamentaux, on allait mener la même politique. Sauf que les citoyens ont exprimé par tous les moyens possibles leur colère. C'est le fameux référendum de 2005 dont vous parlez, qui est une crise, là aussi, un révélateur de cette crise démocratique et de la crise de la représentation. Quand vous avez 54,5% des Français qui votent dans un sens et que 3 ans plus tard, 90% des députés s'asseyent sur ce vote, ça veut dire qu'on a une fracture dans la capacité des représentants à jouer leur rôle, c'est-à-dire représenter la volonté des citoyens. Et l'aboutissement de ça, c'est la montée d'un vote protestataire qui est le vote Front National puis Rassemblement National. Et vous avez raison, Michael, de dire que le blocage vient de ces 3 blocs qui existent. Mais ces 3 blocs, c'est en fait l'aboutissement de ça. Parce que face à cette montée du Rassemblement national qui gèle maintenant un tiers de l'électorat, vous avez des forces politiques en face qui sont forcément minoritaires. Or, une démocratie minoritaire, ce n'est plus une démocratie. Votre avis, Nicolas Rousselier, peut-être sur cette date 2005, fracture majeure pour la Ve République, oui ou non ? Moi, je ne serais pas tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Natacha Polony pour le concept central de volonté. C'est-à-dire, évidemment, tout le monde voit très bien que le président est sourd à ce qu'il devrait pouvoir entendre. Mais qu'est-ce qu'il peut entendre ? Est-ce qu'il peut entendre la volonté claire du peuple ? Est-ce que le peuple s'exprime avec une volonté à peu près unie ? Comme au temps où le gaullisme gagnait les élections par raz-de-marée, comme au temps où le socialisme, Mitterrand, gagnait les élections avec un raz-de-marée. Ça n'est visiblement plus le cas. Donc vous dites que la tripartition n'est pas une réponse claire, quoi. Mais c'est même pas une tripartition, parce que si on parle de 3 blocs, moi j'aimerais bien qu'on me dise en quoi ce sont encore des blocs, des blocs cimentés. Donc en fait, la réflexion, ce serait peut-être encore plus pessimiste que Natacha Polony, c'est-à-dire se dire que les élections, aujourd'hui, au XXIe siècle, n'ont plus la même capacité à délivrer, au sens un peu délivrer, Deliveroo, à délivrer un résultat homogène et clair, à partir duquel on peut dire, tiens, le peuple s'est exprimé là, et donc je peux en déduire une décision que je dois prendre. Autrement dit, il y a un sourd, mais il y a aussi une voix qui est enrouée, à mon avis. Votre avis, Anne Levade, est-ce qu'on peut en sortir de cette répartition ? Je pose la question d'une façon un peu basique. Alors, je voulais juste revenir sur 2005, parce que j'ai un désaccord et un point d'accord. Mon désaccord, il est que pour moi, le texte qu'approuvent finalement les parlementaires n'est pas le même que celui que rejettent, mais c'est pas le lieu du débat. Il n'est clairement pas le même, parce qu'en réalité, le débat s'est cristallisé sur des choses qui étaient déjà dans les traités avant. Je referme cette parenthèse. En revanche, là où j'ai un point d'accord sur l'importance de la date de 2005, c'est non pas parce que 2005 serait un moment de fracture en France, mais parce qu'en réalité, je pense qu'on a raté quelque chose. Enfin, en tout cas, quelque chose a été raté. Ce qui a été raté, c'est la non-identification de ce que les critiques faites à l'égard de l'Europe à ce moment-là allaient être faites à l'égard des États 20 ans plus tard. Et en réalité, aujourd'hui, la critique que l'on rencontre en France, mais aussi dans d'autres États européens, est en fait la critique du déficit démocratique, de la déconnexion démocratique, que l'on a cru proprement européenne, parce que Europe technocratique, et que donc on n'a pas traité à l'échelle des États. Pardon, mais c'est assez logique. Pourquoi ? Puisque justement, si on utilise l'Union européenne, dont ce n'était pas l'objet au départ, pour contourner la volonté des citoyens sur certains points, et j'y insiste, les citoyens des différents pays européens n'ont pas voté pour un système de libre-échange généralisé, de dérégulation qui a désindustrialisé toute une partie de l'Europe. Eh bien, si on utilise l'Union européenne pour cela, d'abord, ça fragilise l'Union européenne, qui, en effet, apparaît comme une espèce de monstre antidémocratique, ce qu'elle n'aurait jamais dû être. Et derrière, évidemment que l'impuissance des États qui se sont, en fait, liés les poings face à ce système apparaît petit à petit et que ça fragilise les États eux-mêmes. Regardez la fameuse phrase de Jean-Claude Juncker à propos de la crise grecque. Il n'y a pas de démocratie en dehors des traités, qui vient contredire un vote du peuple grec
sur un référendum, un vote sans appel, extrêmement clair. Et ça, vous l'avez, évidemment... Donc c'est quoi, vous nous dites le droit européen qui prend le pas sur les droits nationaux? Le principe de la démocratie, c'est qu'une génération ne peut pas entraver les générations suivantes. Ce qu'un peuple a fait, un peuple peut le défaire. À partir du moment où vous construisez une architecture dans laquelle vous dites qu'il y a de plus en plus de traités, de règles qui font que le peuple peut voter ce qu'il veut, ça ne s'appliquera pas parce que quelque chose a été décidé au préalable. Vous sortez petit à petit de la démocratie. Allez, et un mot ça de grippe réponse les d'Anne Levade, parce que institutions. je vois que vous avez envie de répondre. Ensuite, on parle de la défiance des Français avec les institutions. On quitte la cinquième, Un petit là, peu, si j'ose on va dire, y mais pour revenir. partie. Mais oui, mais on est dans le cœur du problème. Mon point de désaccord est qu'en réalité, si l'on en était resté au rejet du référendum de 2005, la situation que vous contestez aurait quand même perduré. Parce que, en fait, les traités antérieurs prévoyaient le libre-échange et depuis 1957. Donc c'est là Non, que... pas depuis 1956. Ah, si, Allez, si, si. moi, Non, l'acte unique de je vais 86, il change je vais les reprendre règles la du main, je vais être très vertical d'un seul coup, parce qu'il y a encore beaucoup de thèmes à aborder dans notre débat. Et puis je vous donne la parole, on n'oublie pas, Timéo de Saint-Brice-Courcelles qui nous dit « Les Français font beaucoup plus confiance aux maires qu'aux présidents ou aux députés. Ne serait-il pas temps de repenser notre système pour donner plus de pouvoir aux collectivités locales et rapprocher la politique du terrain ?» Et ça me donne la transition, merci Timéo, pour proposer à Quentin Calmet de nous rejoindre, puisqu'on va parler de cette étude menée par Ipsos BVA pour le Celipof, publiée par Le Monde, Fracture française, qui parle d'un Quentin, d'un effondrement de la confiance dans les institutions. Ça, c'est ce que dit le rapport. Effectivement, les Français interrogés dans l'étude sont très sévères. La défiance concerne l'ensemble du personnel politique. Il n'y a plus que 20% des Français qui font confiance aux députés. C'est une baisse de 16 points depuis 2022. À propos des partis politiques, seuls 10% des Français interrogés leur font confiance. C'est là aussi une baisse de 8 points depuis 2022. Il y a bien que les maires, et vous le disiez avec le téléspectateur, qui disposent encore de la confiance des sondés, avec 68% de confiance. Et puis cette étude, elle démontre aussi que la démission de Sébastien Lecornu début octobre, ça a eu un effet, ça a atteint les institutions. Oui, c'est vrai. Les Français avaient une image déjà majoritairement négative de l'Assemblée nationale et de la présidence de la République. Eh bien, ça s'est encore aggravé avec ce qui s'est joué le 6 octobre et la nomination d'un gouvernement qui ne dure que 15 heures avant la démission de Sébastien Lecornu. Selon l'enquête de l'Ipsos, 77% des Français n'avaient pas confiance en l'Assemblée nationale. Cela passe à 83% avec la démission de Sébastien Lecornu. 77% des Français n'avaient pas confiance dans la présidence de la République. Ça passe à 80% avec cette démission de Sébastien. Et puis alors, elle est dense, hein, cette étude. Oui, mais il y a 170 pages. Voilà, il y a un autre élément qui vous intéresse, qui nous intéresse, qui concerne les partis politiques. Autre enseignement, on voit Renaissance qui décline, le Rassemblement national qui progresse. Voilà, selon l'étude, la défiance à l'égard du parti présidentiel augmente nettement dans cette vague, donc cette étude. Seuls 21% des Français estiment que Renaissance est proche de leurs préoccupations et 30% jugent que ce parti est capable de gouverner le pays. C'est une baisse de 7 points sur un an et 21 points depuis 2022. Et enfin, l'image du Rassemblement national s'améliore légèrement sur cette dimension importante, dit l'étude. Désormais, 47% des Français estiment que le RN est capable de gouverner le pays. Le nombre de personnes percevant le RN comme dangereux pour la démocratie continue de diminuer à 49%. C'est une baisse de 12 points depuis 2020. Et seuls 47% des Français estiment encore qu'il s'agit d'un parti xénophobe. Et dans le même temps, c'est là un paradoxe, Thomas. 66% de ces personnes interrogées qualifient néanmoins le RN de parti d'extrême droite. Merci beaucoup Quentin. J'ai oublié de citer la Fondation Jean Jaurès et l'Institut Montaigne qui ont également, avec le Celipof, participé à cette étude. Nicolas Ressoulier, quand même, cette défiance, on a titré avec un point d'interrogation l'agonie de la Ve République. C'est quand même un signe d'essoufflement, à tout le moins, de cette Ve République. Oui, les chiffres sont extrêmement spectaculaires. C'est pas la première fois dans l'histoire qu'il y a de tels chiffres, enfin autant qu'on peut les estimer. Pour l'agonie de la Troisième République dans les années 1930, on n'a pas encore de sondage. Mais on a déjà des votes de paille, c'est-à-dire des journaux qui faisaient des référendums. Et au milieu des années 30, il y a un journal qui fait un référendum et qui demande quel serait pour vous le meilleur dictateur. Et c'est assez célèbre, on le cite assez souvent, c'était le Petit Journal. Et la réponse était Pétain, donc 5 ans avant le régime de Vichy. Ceci dit, le journal avait quand même placé Marianne comme dictateur fictif.
donc pour maintenir la République. Et Marianne n'était pas très loin derrière. Donc en fait, Pétain n'avait pas du tout une majorité absolue, il avait juste une majorité relative. Donc c'est un phénomène qu'on voit déjà. Dans les années 1930, la différence avec aujourd'hui, c'est qu'il y a aussi des manifestations et des émeutes dans la rue. La plus célèbre, c'est le 6 février 1934, par des ligues d'extrême droite. La chance qu'a eu la France dans les années 30, sauf 1940, c'est que ces ligues d'extrême droite sont autant divisées l'une contre l'autre qu'elles détestent le système, qu'elles détestent le régime. Et en fait, les chiffres concernant le Rassemblement national, la grande nouveauté, c'est que le Rassemblement national est entré à l'intérieur des institutions. Il joue la carte institutionnelle de la respectabilité. C'est pour ça qu'il y a ces chiffres qui sont de plus en plus étonnants. C'est par exemple le fait que le Rassemblement national serait capable de gouverner, aurait comme ça une sorte de label de parti de gouvernement. Et ça, c'est effectivement les fruits qu'il récolte. Ceci dit, c'est un Rassemblement national qui peut encore être relié avec l'histoire de l'extrême droite, dans la mesure où sa doctrine, les thèmes qu'il emporte, sont des thèmes de division. Ça n'est plus des divisions spectaculaires dans les institutions, c'est la grande différence avec les ligues d'extrême droite, mais c'est des thèmes de division dans la société. Et finalement, c'est pas mieux. Ouais. Alors, je voudrais qu'on reste sur la question de la défiance et peut-être des outils pour renouer. Alors, il y a un mot qui est ressorti dans l'actualité aujourd'hui, dans la bouche d'Emmanuel Macron, c'est le mot référendum. À propos de la réforme des retraites, il a évoqué depuis la Slovénie l'hypothèse les perspectives de référendum sur ce sujet des retraites. Au-delà de la déclaration d'Emmanuel Macron, c'est vrai que c'est quand même devenu un épouvantail depuis des décennies, le référendum. Est-ce que ce serait un outil à réactiver en quelque sorte ? Alors, le référendum sur les retraites, c'est un marronnier qui refleurit très régulièrement, puisque je rappelle qu'en 1995, on révise la Constitution pour faire entrer dans le périmètre du référendum de l'article 11 les réformes en matière économique et sociale, alors que justement l'idée est que peut-être un jour... Jacques Chirac vient d'être élu président de la République, Alain Juppé Premier ministre, la révision constitutionnelle a lieu en août 95, et donc peut-être la réforme des retraites pourrait être soumise à référendum. Donc en réalité, nous n'en sommes que 30 ans plus tard, exactement au même point et sur le même sujet, et là pour le coup, il ne fait aucun doute qu'une réforme des retraites entre bien dans le périmètre de l'article 11, alors qu'on peut émettre des doutes par exemple sur les textes fin de vie dont on parle régulièrement. Le référendum, très clairement, le référendum de 2005 a ressuscité, parce que ce n'est pas la première fois qu'on dit non à un référendum en France, mais a ressuscité la crainte des effets d'un référendum raté. Et donc, 2005 a conduit à ce que cet instrument qui était régulièrement évoqué comme étant le moyen de revenir au peuple, mais un peu comme la dissolution, ait été mis en quelque sorte en suspens. Alors, est-ce le bon moment pour l'activer ? C'est au président de la République qu'il reviendra d'en décider. Mais finalement, le risque, me semble-t-il, pour lui, il est le même, mais multiplié par 2 que celui qu'il a pris en prononçant la dissolution. Non, mais ça devient grotesque, cette histoire de référendum, pardon. Mais en gros, on a l'impression d'un président de la République qui a appuyé sur tous les différents boutons qu'il a dans le cockpit de la Constitution. Et à un moment donné, il se dit, bon, totalement à contre-temps. La dissolution, j'ai raté. Donc, le référendum, on ne sait pas sur quoi, on ne sait pas pourquoi faire, mais on se dit que celui-là aussi, on va l'essayer. Enfin, pardon, un référendum est là pour, une fois de plus, faire émerger la volonté majoritaire dans un problème qui relève d'un blocage. Donc, c'était pas... Peut-être que les retraites, c'est la bonne thématique. C'eût été légitime au moment, justement, du blocage à l'Assemblée sur la question de la réforme des retraites. Et je ne dis pas que j'aurais trouvé le résultat formidable, mais c'était une façon de sortir de la crise. Plutôt que d'utiliser le 49.3 pour contourner la volonté clairement exprimée des citoyens, alors même que là aussi, le 49.3 est un outil qui sert à dépasser un blocage entre partis politiques. Donc on tord toutes les institutions. Et le résultat, c'est qu'en effet, on se retrouve avec une défiance absolument terrible. Mais j'ajoute une chose, à mon avis, importante sur la montée du Rassemblement national et le résultat de cette enquête du Cevipof. D'abord, quand on voit l'état du pays, quand on voit que l'industrie est passée en dessous des 10% du PIB, quand on voit le déficit commercial qui est abyssal, la dette, etc., en effet,
il y a, pour les gouvernements, les partis de gouvernement qui ont gouverné depuis 20 ans, un discrédit. Hein. Donc, les Français se tournent vers le parti qu'ils n'ont pas encore essayé. Le problème, c'est que ce parti, on lui a laissé des pans entiers du réel. C'est-à-dire que la question de savoir si le Rassemblement national est un parti d'extrême droite ou pas, ça devient difficile à poser quand on décide, par exemple, qu'on ne peut plus parler de laïcité parce que le Rassemblement national a prononcé le mot laïcité, qu'on ne peut plus parler de drapeau bleu-blanc-rouge parce qu'il se l'est attribué, qu'on ne peut plus parler de la nation pour ça. Voilà. Donc, oui, ça fait 30 ans. Et on a un Rassemblement national à 35%. Nicolas Rousselier et ensuite Mickaël. Juste un chiffre. Nicolas d'abord. Sur le référendum sur les retraites, si vous voulez, ce qui est effectivement extrêmement compliqué, c'est que c'est pas le bon instrument par rapport au sujet, parce que le sujet, il est hyper compliqué. On n'arrête pas de le dire. Retraite par Comment résumer ça en une question? Retraite par capitalisation, retraite par répartition, comme elle l'est aujourd'hui. Donc en fait, on ferait un référendum, et puis le lendemain, il faudrait reprendre le travail sur l'établi, et puis se dire, bon, bah, comment on fait des économies, comment on finance ce truc. Et ça, c'est le Parlement. Dans un monde idéal, ce seraient des parlementaires idéaux, un Parlement qui travaille, qui a le temps de le faire, pas 3 jours pour la commission et puis 10 jours pour le débat. Ce serait ça qui serait à faire. On met le travail sur l'établi, sur l'atelier, et on triture, on répare, on met une rustine, ou bien on repense le système. Ça prend non pas quelques jours, même pas quelques semaines. La Suède avait mis 2 ans à faire un travail parlementaire pour faire sa réforme des retraites. Donc c'est incroyable qu'on puisse imaginer, alors là c'est là où je ne suis pas d'accord avec Natacha, que le peuple pourrait s'exprimer. Non, je n'ai pas dit qu'il fallait le faire. J'ai dit que dans la mesure où tout avait été mal emmanché sur cette réforme, c'était peut-être une façon de sortir par le haut. En revanche, le vrai débat, il avait lieu en 2017 avec la réforme à points. Ça a été torpillé par la volonté de On passe pas trop de temps sur la réforme des retraites. Pour compléter effectivement la réflexion sur la méfiance à l'égard et la défiance à l'égard des institutions, il y avait eu l'année dernière une étude qui avait établi que vis-à-vis, par exemple, de la transition écologique, les Français n'étaient pas opposés. Ils étaient opposés à l'endroit d'où venait l'injonction. C'est-à-dire que le simple fait d'avoir une injonction venant d'en haut leur faisait repousser par définition la mesure, même si sur le fond et le contenu, ils étaient d'accord. Donc quand on voyait ça, je me suis dit, à ce point, ça devient effectivement extrêmement grave. Les chiffres d'aujourd'hui le prouvent. Et effectivement, il faut s'inquiéter au plus haut point. Alors, j'ai bien compris que vous n'étiez pas vraiment favorable à une 6e République, mais il y a quand même, si on regarde certains sondages, une majorité de Français qui le souhaitent. 56% des Français qui se disent favorables à la mise en place d'une 6e République. C'était dans le baromètre Politico-Doxa réalisé pour Public Sénat et la presse quotidienne régionale. 85% des personnes interrogées se prononcent pour une transformation des institutions politiques françaises, donc 47% pour une réforme profonde, et ils ne sont que 14% à vouloir les maintenir en l'état. Et puis tiens, on va écouter un ancien Premier ministre, Gabriel Attal, qui veut lui aussi changer de République. En 1958, c'est un homme qui a sauvé la France et qui a rebâti nos institutions. Mais nous ne sommes plus au XXe siècle, et le général de Gaulle ne reviendra pas. Alors cessons de croire au mythe de l'homme providentiel et acceptons de partager le pouvoir. Cessons de croire qu'une personne peut tout savoir et tout décider. Et oui, changeons enfin notre manière d'exercer le pouvoir. Ce que nous devons proposer aux Français, c'est une nouvelle République. Oui, une nouvelle République. Une nouvelle République où tout sera refondé. Meeting de Gabriel Attal à Arras pour son parti Renaissance. Il y a une réaction d'une de nos téléspectatrices, Jeanne de Chailly en Bière. Dans les sondages, les Français disent qu'ils n'ont pas confiance en la politique. Ça rejoint ce qu'on a montré. C'est à cause des personnalités, des programmes ou du système lui-même. Anne Levade, vous nous avez démontré que c'était plutôt les musiciens, si j'ai bien compris. En tout cas, c'est plutôt ma conviction ou ma perception. Et j'aurais presque pu poser la question à la place de votre téléspectatrice, parce qu'en réalité, d'une certaine manière, les images du discours de Gabriel Attal le montrent. C'est-à-dire, à la fois, il y a une demande de changer de régime, mais ce qui est clamé, c'est Attal président. Donc on est en plein dans la présidentialisation. Donc ça témoigne bien du fait. Et je pense que si demain, il y avait, ça n'est pas un vœu de ma part, un référendum à l'occasion duquel on dirait le problème, c'est le président de la République, on va supprimer l'élection du président au suffrage universel direct, je pense que ça ne passerait pas du tout. Donc en réalité,
La très grande difficulté, c'est que, évidemment, les institutions sont associées à ceux qui exercent la fonction à l'instant T. Et je pense que les Français, par les prises de position dans les sondages et autres, témoignent du sentiment que ça ne va pas bien. Témoigne sans doute aussi du fait qu'il ne suffit pas de dire qu'on va rétablir la confiance pour le faire. D'ailleurs, on a un petit stock de lois confiance à peu près dans tous les sens qui ont été votées au moins sur les 10 ou 15 dernières années et qui n'ont pas produit là encore les effets escomptés. Et que donc c'est malheureusement du travail au long cours et que la confiance, elle vient forcément des électeurs. Et qu'elle ne peut pas être édictée par un texte ou produite par l'adoption d'une loi ou d'une réforme. Donc ma conviction, effectivement, est plutôt que ça vient non pas des institutions, mais du moment politique. Je ne sais pas comment en sortir, mais du moment politique. Ouais. Le principe d'un exécutif à deux têtes, Nicolas Rousselier, est-ce qu'on est atypique par rapport à d'autres pays ? Ah oui, très largement, complètement atypique. Mais je reviens un peu sur l'extrait du meeting de Gabriel Attal. C'est vrai que c'est un peu une sorte de vecteur par lequel on veut se légitimer comme candidat à la présidentielle, de proposer soit une 6e République, soit une réforme extrêmement profonde. Alors ça montre que les politiques pensent effectivement gagner les électeurs de cette façon-là, parce qu'ils lisent les sondages et ils voient qu'il y a cette demande. Mais du même coup, ils orientent les Français vers des remèdes qui se paieraient des remèdes miracles, quinquennat, on revient au septennat, etc. C'est-à-dire qu'en fait, on fait du Lego institutionnel, alors que le problème le plus essentiel, c'est plutôt l'absence de résultats, en termes résultats sociaux, résultats économiques, la dette. Donc on va changer le Lego et se retrouver exactement devant le même problème. Le montant de la dette sera le même, ou plus exactement, il aura encore augmenté. Et puis la transition écologique, et puis l'état de l'école, etc. C'est-à-dire qu'en fait, les problèmes sont d'une telle nature qu'on a l'impression de vouloir refuser l'obstacle et d'aller vers le constitutionnalisme. On pourrait dire la constitutionnalite, c'est-à-dire comme une maladie où on veut changer de constitution à peu près à chaque génération, ce qu'on a fait au 19e siècle, au 20e siècle. Et moi, je pense qu'il ne faudrait pas le faire au 21e siècle. Michael, un mot et ensuite la conclusion d'autant avec plus vrai Natacha qu'en fait, Polony. je pense que ce qui marque la défiance et détermine la défiance des Français, c'est un chiffre qui m'a été transmis récemment, moins 7% le mois dernier dans la consommation générale d'électricité en France. Moins 7%. Ça veut dire que ce sont les usines qui ferment, qui ne fonctionnent plus. Et donc, ça raconte une désertification qui se met en place, contrairement à tout ce que l'on dit. Et donc, la défiance à l'égard des institutions de la politique. Un mot de conclusion, Natacha Polony. On la garde, la 5e République, finalement ? Les Français qui disent qu'ils voudraient une 6e République, etc., ce qu'ils vous expriment, c'est qu'ils ne veulent plus un président de la République qui peut se maintenir alors même qu'il a perdu les élections et qui cherche à contourner. Ils ne veulent plus qu'on leur dise, écoutez, ce que vous pensez, on s'en fiche, on va continuer la même politique parce que nous allons faire votre bonheur malgré vous, que vous êtes bien gentil mais que vous ne comprenez pas les sujets. La démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Alors on peut ne pas être d'accord, mais il faut dire qu'on n'est pas démocrate, c'est tout. Merci beaucoup, merci à tous. Je vais rappeler le titre de votre livre, Nicolas Rousselier, La force de gouverner, c'est publié aux éditions Gallimard. Et Natacha, on attend avec impatience le premier numéro en kiosque de votre et revue, en librairie. L'Audace, en kiosque et en librairie le 1er décembre. À très bientôt sur Public Sénat. Voilà, c'est la fin de ce Sens Public. Je vous dis à demain, 18h, 22h. D'ici là, vous connaissez la formule. Il y a publicsénat.fr. Il y a les podcasts pour nous réécouter. Demain, l'invité de la matinale sera l'ancienne ministre de la Culture Aurélie Filippetti. Belle soirée.